Salut et bienvenue dans cette mise au point de mai, où je pense je vais avoir moins de choses à dire que d'habitude parce que, ouais, les 2 mois qui ont passé, ça a été sur des œuvres qui n'ont pas énormément fait parler. Enfin, j'ai pas trouvé énormément de choses à dire sur les commentaires, vu que les 2 films que j'ai traités en HS, les gens ont adoré ces films tout comme moi, hein, adoré à un certain degré, donc il n'y a pas eu de choses à redire particulières dans les commentaires. Et ouais, les 2 œuvres que j'ai traitées en Disneyfield normaux, c'était pas ce qui était le plus populaire. Et j'ai pas eu énormément de commentaires précis à faire là-dessus, donc je pense que ça va être une vidéo courte. C'est pas plus mal parce que je vous cache pas, et c'est vraiment le topo que je tiens à faire vraiment pour commencer, que j'espérais vraiment ces derniers temps avoir plus de temps libre pour moi, pour essayer de souffler un petit peu. Et je sais pas pourquoi, je saurais pas dire exactement, mais en dépit du fait d'avoir ralenti les Disneyfield, j'ai l'impression de faire à peu près autant de boulot qu'avant. Voilà, déjà parce que je trouve que c'est quand même, ça reste sympathique de faire des top 15 persos et des tier list tous les mois. Je trouve ça sympathique, ça me change, donc ça me fait un peu de boulot. Mais c'est surtout, je sais pas pourquoi. Peut-être que je dilue un petit peu le temps de travail, ou peut-être que je commence un petit peu à me lasser de bosser, ce qui fait que je passe plus de temps à faire moins de choses. C'est pas impossible qu'il y ait ça qui se ressente, hein. Je vous cache pas, ça joue peut-être un petit peu un rôle. Ce qui fait que, normalement, vu qu'il y a 5 samedis ce mois-ci, j'avais prévu dans la logique de faire une V2 de Pocahontas sur le Disneyfield de Pocahontas, enfin, hein, pour ceux qui l'attendaient, et je suis pas sûr à 100%. Je suis pas sûr à 100% de le faire. Je vais voir, hein, je vous promets absolument rien, mais c'est pas impossible que je reporte ça une autre fois, parce que c'est pas non plus une priorité de faire la V2 de Pocahontas et de Pocahontas 2. Ça se fera quand ça se fera, si je le sens, mais c'est pas non plus une priorité. Cela dit, voilà, il y a un top 10 précis de prévu, un Disneyfield HS évidemment qui a été demandé, c'est comme d'habitude, et je vais essayer de maintenir le rythme pour les Total Splash. Je pense que je vais ralentir un petit peu durant la période juillet-août, parce que ce sera vacances pour moi. Si tout se passe bien, si je suis pas forcé de rester chez moi, mais même si je suis forcé de rester chez moi, je pense que je vais ralentir quand même un petit peu, hein. Mais voilà, je vous promets rien de précis, et je vous cache pas que depuis quelques temps, je suis un petit peu claqué. Je sais pas si ça vient du fait que je suis pas en super forme physique, que je suis peut-être un peu plus déprimé que d'habitude, c'est pas impossible, ou si je commence simplement à me lasser d'une partie du contenu que je fais. C'est pas impossible que ça joue, hein. J'essaye le plus possible de faire le meilleur boulot possible, hein, de façon à ce que ça vous plaise, évidemment, mais on peut pas forcer ce qu'on sent quand on fait quelque chose, quoi. On va parler donc rapidement, quand je dis rapidement c'est rapidement, des œuvres que j'ai traitées en Disneyfield ces 2 derniers mois. Pour commencer donc, Aladdin et la revanche de Nasira, le 2e jeu vidéo que j'ai traité, enfin 3e si on compte 2 jeux vidéo pour la première fois. Alors, ça n'a pas eu une réception aussi forte que les 2 premiers que j'ai traités, jeux vidéo. J'avoue que c'était pas forcément aussi simple à faire. J'ai essayé un petit peu de jongler avec la VF. C'était pas un jeu vidéo simple à trouver en termes d'image. Ça m'a surpris, je vous cache pas. Et c'est un jeu vidéo à scénario un peu dispensable, dira-t-on. Le scénario est une excuse, hein, c'est clair et net. Et tel quel, c'était une autre approche, différente que pour Pinocchio et pour Blanche-Neige. Et c'était sympathique de faire ça, un petit peu plus difficile parce que ça demandait plus de temps de travail. Au bout de la 3e fois, je verrai vraiment et de façon super claire par rapport à la réception des gens, l'intérêt qu'on porte à ces vidéos, si je vais continuer ça sur une base plus récurrente, enfin récurrente comme maintenant ou moins récurrente. Sinon, j'essaierai de partir peut-être sur des films un peu différents qui me parleraient plus. C'est pas impossible. Mais bon, ça, ce sera quelque chose à voir pour 2022.
j'ai quand même si on prend pas trop en compte les jeux vidéo, pas mal d'idées sur les œuvres à traiter pour remplir l'année 2021. Autrement dit, ouais, sinon j'ai pas eu de commentaires très poussés. Il y a quelques gens qui ont joué à ce jeu vidéo qui ont dit que c'était cool à jouer pour le gameplay, et je veux très bien le comprendre, ça. Ça a l'air d'être de la plateforme 3D très acceptable, si on la joue bien. Il y en a certains qui ont dit que c'était super dur et qu'ils n'ont pas réussi à aller très loin. Ça aussi, je veux le comprendre, ça dépendra un petit peu. Honnêtement, ça a l'air d'être un jeu ultra typique de son époque, de la plateforme 3D, comme on en faisait beaucoup à l'époque. Bon, concernant les jeux vidéo en règle générale à traiter par la suite, il y a des gens qui ont fait des tonnes de suggestions, bien entendu, les gens qui attendent à fond Kingdom Hearts, c'est vraiment un gros morceau, je veux vraiment me roder sur les trucs moins énormes pour voir si je peux y arriver, quoi. C'est vraiment un gros morceau. J'adorerais pouvoir faire ça, mais c'est vraiment un gros morceau. Et Epic Mickey, ça c'est un truc à essayer, un de ces quatre. Je pense que j'essaierai ce truc-là à un moment donné. Et plein d'autres. J'ai des tas d'idées, n'hésitez pas à en proposer, mais voilà, j'ai déjà de bonnes idées par la suite. Ensuite, donc, on a fait Le Petit Dinosaure à la Vallée des Merveilles, mon film de Don Bluth préféré. Je dis Don Bluth, alors que ça devrait être Don Bluth. Excusez-moi, je suis pas habitué. Ça faisait la rime pour ma reprise de la bande à Picsou, donc j'ai continué avec Don Bluth. En tout cas, j'ai pas eu de réaction particulièrement notable, par le fait que pour beaucoup c'est un très bon film. Beaucoup de gens ont blâmé ou critiqué la nouvelle VF, et pour l'avoir vu, je trouve que majoritairement ça passe. Ça n'a pas autant de poids, ça n'a pas la même patte que le premier film, la première VF, c'est sûr, mais ça passe. C'est juste que j'ai eu beaucoup de mal avec la voix du narrateur. Ah, ça allait tellement pas, alors qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus fort dans la première VF. C'est pour ça que c'est clair et net que je vous recommande largement la première VF. Je l'ai trouvé en téléchargement, et je n'ai pas utilisé évidemment celle du DVD. Hein, j'achète le DVD pour soutenir l'œuvre et appuyer que si je critique une œuvre et qu'elle me rapporte quelque chose, je me sens un petit peu le devoir de rapporter un peu quelque chose à cette œuvre, de dire ouais, j'ai pris la peine de me procurer cette œuvre-là, quoi. Hein, si c'est dans les possibilités, hein, si c'est disponible, hein, parce que malheureusement ce n'est pas toujours le cas. J'allais clairement pas m'acheter Aladdin et la revanche de la Syrah sur PlayStation avec le prix que ça doit coûter maintenant. Non, non. C'est le cas pour pas mal de jeux vidéo, quoi. Ça demande un petit peu trop d'investissement pécunier. Si encore j'avais énormément de vues sur ces vidéos et que ça me rapportait beaucoup, je ferais cet effort-là, mais c'est un petit peu trop pour moi, je ne cache pas. Mes excuses. En tout cas, voilà, j'ai rien de plus à dire sur ce film, les gens adorent, moi aussi, vraiment. C'est, je pense, le film où Don Bluth a su le mieux exploiter son style totalement. Même si pour beaucoup ce serait sans doute Brisby et le secret de Nîmes, mais pour moi c'est celui-là qui a su me taper le plus dans l'œil. Ensuite, nous avons fait le mois qui a précédé celui-ci. En premier lieu, la série Les 100 Dalmatiens. Pas très connue, quelques personnes qui ont essayé de défendre un peu pour dire que c'était sympa. Tant mieux, c'est pas la pire série qui soit. Je trouve pas que ce soit très recherché, je trouve que ça va ras des pas de crête et que ça ne se donne aucune ambition. Ce qui fait que c'est juste des gros délires d'un épisode à l'autre où on réfléchit pas à une vraie continuité. Donc ce genre de série, j'aurais jamais un énorme respect pour ce genre de série, je suis désolé. Pour moi, les séries qui méritent qu'on s'en souvienne un petit peu, c'est celles qui essayent vraiment d'appuyer leur continuité régulièrement. Pas qui font un récit vraiment continu, où on fait vraiment une histoire qui se suit, un long fil rouge comme ça, mais on prend la peine quand même d'appuyer ce qui a été instauré, et de ne pas oublier ce qui est pris en compte. C'est qu'on suit quelques règles, quoi, il n'y a pas ça. C'est juste un gros cartoon délire, et c'est pas le pire que j'ai vu. Voilà. Je préfère largement me retaper ça, la bande à Dingo, si vraiment vous me forcez, mais
quand même ultra gamin et ça vole pas haut. Hein. C'est clairement pas mon truc. Et ouais, c'est pas comme si ça avait connu un très grand succès. Très rapidement, ouais, je compte me regarder 101 rue des Dalmatiens parce que j'ai réussi à trouver cette série-là également sur le site de téléchargement où j'ai trouvé cette série-là. Donc je me regarderai 101 rue des Dalmatiens, voilà. Un de ces quatre, c'est pas prévu pour tout de suite, mais peut-être pour la fin de l'année, peut-être pour le début de l'année suivante, je ne sais pas. Mais c'est dans ma liste des choses prévues à traiter en Disneyfield. Ensuite, pour terminer donc cette liste de Disneyfield, on a terminé sur Ernest et Célestine, et là c'est pareil. Alors, il y a des gens qui ont été un peu plus sympathiques que moi en disant que j'étais peut-être un petit peu trop sévère sur la fin, et je suis désolé, pour moi la fin est un petit peu grossière dans son exécution et ça joue un rôle important dans mon appréciation quoi. Hein, c'est pas un des plus grands films que j'ai jamais vu ou quoi que ce soit à cause de ça, mais c'est vraiment un bon film. Ce qui m'a bien surpris et ce genre d'approche mignonne où on accepte le ton enfantin sans être ultra infantilisant, un peu comme donc le petit dinosaure, et en se donnant un bon style qui ne va pas dans la facilité parce que énormément de films enfantins comme ça qui ont vraiment pour cible principale les enfants ont tendance à partir dans la facilité de l'écriture. Là, je n'ai pas ressenti trop cette facilité, sauf dans le développement de leur situation, comme je l'ai dit. Mais ouais, c'est un film qui m'a agréablement surpris, j'étais bien content de le découvrir. Rien de spécial à dire, donc... en tout cas, je me suis dit, après avoir vu que c'était l'excuse parfaite, le bon timing pour faire un top 15 de mes films animés français préférés, parce que ça collait bien. Donc je me suis dit, ok, on va faire ça, c'est parfait, ça colle bien pour me lancer là-dessus, ce qui m'a amené à me rattraper pas mal de films animés français. Il y en a certains que j'ai pas vus, on me demande si j'ai vu ci ou ça. Je reviens rapidement sur le top 15 de mes films animés français préférés. Est-ce que j'ai vu ci ou ça? Non, tous les films français animés que j'ai vus, ben, ils sont dans cette liste, quoi, dans la liste que j'ai faite, et le top 15. Il y en a certains que j'ai pas vus parce que ça m'avait pas paru si important que ça. Minuscule, j'ai vu un tout petit peu les épisodes rapides, c'était mignon, c'était un petit peu drôle. Est-ce que ça s'en est au point d'en devenir un film sensationnel pour moi? Je pense pas. C'est pas impossible que ce soit des films que je me regarde, mais ça sent vraiment les films qui reposeront pas sur un scénario ultra poussé et sur vraiment une recherche d'intrigue vraiment filée et forte. Alors je sais pas, peut-être que ça me prendra par surprise, mais j'ai du mal à y croire quoi. J'ai beaucoup de mal à y croire. Mais ça peut être sympathique pour passer le temps et se marrer un petit coup. Parce que Minuscule, c'est quand même sympathique. Hein. J'ai vu une bonne partie des épisodes de la série. Donc voilà, je tiens à le dire, c'est pas impossible que je la regarde, mais ça m'étonnerait très 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 fortement que ça tombe dans mon top 15 quoi. Moutafoukaz, j'hésite énormément parce que je sens exactement la même vibe qu'un truc comme Dofus livre 1 quoi. Il me semble que c'est les mêmes créateurs, j'ai pas fait gaffe, il me semble que c'est Ankama, et ça sent la même vibe, où ça va être énormément de gags en dessous de la ceinture, et peut-être une bonne histoire, mais sinon ça va être des gros délires qui me feront chier, qui seront pas drôles, pour moi. Mais bon, peut-être que je me trompe, hein. C'est un avis sans avoir vu le film, quoi. Et d'autres trucs qu'on m'a cités comme ça, je pourrais peut-être voir un de ces quatre, mais... si je me suis fait une liste de films à rattraper, c'était vraiment des films qui, dans le principe, dans l'idée, dans ce qui me lançait, donnaient l'impression que ça pouvait faire partie de mon top 15. Et il y en a 3 qui sont tombés là-dedans, c'est-à-dire Le Peuple Loup, Avril et le Monde Truqué, et J'ai perdu mon corps. Ces 3-là que j'ai découvert donc un petit peu pour me rattraper là-dessus, ça m'a vraiment... convaincu, enfin à un certain degré, hein, j'ai perdu mon corps, il y a des trucs à redire pour moi, ça m'a convaincu pour être parmi l'élite le plus grand de ce que l'animation française a fait. Enfin française, partiellement, je tiens à le préciser, une bonne partie de ces films ne sont pas 100% français, tout comme Ernest et Célestine, hein, je l'ai bien précisé, c'est une coproduction française. Il y a quelqu'un qui a essayé de me prendre, mais c'est un film franco-belge, oui, je précise que c'est une coproduction française. Il y a le mot co dedans, hein, coproduction. Hein, je ne dis pas que c'est un film 100% français. Je sais que ça fait un peu chauvin de le préciser, c'est vrai.
Et ouais, peut-être que je devrais pas faire ce distinguo, faut juste considérer les films animés, enfin les films comme des films sans se centrer stupidement sur qui a fait, de quel pays ça vient, mais voilà, je pense que tout le monde le fait, à peu de choses près, peut-être pas les États-Unis, puisque pour eux, leur cinéma, c'est le cinéma standard, le cinéma par défaut presque, et c'est le cas pour beaucoup de gens, beaucoup de pays européens et tout, quoi. Le cinéma par défaut, c'est un peu le cinéma américain. Donc, à part eux, je pense que la plupart des pays ont tendance à se faire ce distinguo, se dire ouais, quels films viennent de nos pays à nous. Et c'est un petit peu ça que je tenais à appuyer un peu. Voilà, quels films viennent partiellement de nos pays à nous et est-ce qu'on peut en être fier? Et il y a une bonne partie d'entre eux, oui. Et un petit bonus tourné après pour revenir sur une vidéo assez importante quand même, qui aurait été un petit peu insultant de ne pas considérer dans cette mise au point, c'est-à-dire évidemment la vidéo qu'on a faite avec Chucky et Al sur les films du DC Animated Movie Cinematic Universe, truc muche, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais bref, voilà, on a eu 15 films, 16 maintenant, qui ont été faits sur un univers partagé. Alors le 16e ça a été inclus très récemment et jusqu'à très récemment donc il n'était pas compté, c'est pour ça qu'on l'a pas pris en compte, donc nous excuse pour ça. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de dire ah vous avez oublié ce film sur Constantine, désolé, il n'était pas considéré dans cette liste avant. Histoire de dire. Alors, en tout cas, voilà, ça a été un vrai plaisir à faire. J'ai rien de spécial à dire que ce qui a été dit dans la vidéo. On a été très complet. Enfin, très complet dans nos avis généraux et les problèmes que cette saga engendre en tant que saga. Je l'ai bien précisé en commentaire sous leur vidéo. Hein. J'étais bien content qu'ils l'épinglent. Parce que voilà, je voulais vraiment que ce soit clair. On ne critique pas tous ces films en disant qu'ils sont tous nuls. C'est clairement pas le cas. On dit juste que la saga a été très mal construite. C'est le problème principal. Ouais, je pense qu'on a bien rendu ça. C'était une vidéo très sympathique à faire, à écrire, en plusieurs étapes, tout ça. Et j'aimerais juste pointer le fait que ça se fait pas comme ça, ce genre de choses. Il y a des gens qui ont réagi en commentaire, ah, vous avez pu passer le couvre-feu, le confinement, comment c'est possible? Ou alors vous habitez les uns à côté des autres. Non, qui habite à Paris, moi j'habite à Clermont, on est assez loin quoi. Hein. Je suis obligé de prendre le temps pour venir. Mais le fait est que je suis allé chez eux, clairement pas quelques jours avant que la vidéo se fasse. Il faut du temps, et quand on prévoit des événements de ce genre-là, on a tendance à prévoir ça bien à l'avance. On avait prévu de se voir en février de cette année, donc avant le reconfinement, de façon à ce que on ait les images préparées pour que les choses puissent se faire sans qu'il y ait de retard. Ça se fait régulièrement. Le tournage pour la Belle et la Bête, notre crossover là-dessus, il s'est fait plusieurs mois avant que je monte la vidéo, histoire d'être sûr que ça se fasse dans les temps. Voilà, on prépare à l'avance, c'est ça le truc, hein, tout comme une vidéo crossover que j'ai faite avec quelqu'un d'autre qui soit est sortie il y a peu de temps, soit va pas tarder à sortir, ça dépendra un petit peu de la personne, hein, vous verrez, hein, je vous laisse le suspense au cas où ce soit pas encore sorti. Là aussi, c'est quelque chose qui s'est fait en avance et ça peut demander du temps, hein, des fois genre 1 an de préparation, quelque chose comme ça. Hein. Il y a des trucs qui se préparent sur 1 ou 2 ans en termes de vidéos crossover, hein, pour avoir fait ça, maintenant je peux le dire. En particulier lorsqu'on a un emploi du temps qu'on essaye de bien suivre. Les crossovers vraiment poussés, ils se font pas comme ça, ils se décident pas en 3 secondes. Hein. Ça demande du temps et c'est juste pour dire ça quoi. Si vous voulez prévoir un crossover avec quelqu'un, il faut bien vous attendre à ce que la vidéo se fasse pas en 3 secondes. Il faut être prévoyant et faire ça à l'avance. C'est le truc. Donc, cela étant dit, voilà, c'était un vrai plaisir à faire. J'ai rien de spécial à dire sur les films qui ont été dits. Moi, je suis beaucoup plus coulant sur Damian Wayne que eux. Je maintiens qu'il a ses bons points à quelques moments et que dans l'idée, il est pas mal le concept. Donc, voilà, c'est pas le cas de Chucky et Al. Chacun ses goûts, hein. On n'est pas d'accord sur certains points, mais ça n'empêche pas que, voilà, on s'est bien entendu quand même. Hein. Vraiment, c'est très sympathique de discuter avec eux. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Ce sont des discussions très intéressantes qu'on a eues. Donc, je ne regrette pas le voyage que je me suis payé jusqu'à chez eux. Et aussi, étant donné qu'on a prévu ça, ça permet aussi de payer les tickets, les billets de train à l'avance et de les payer moins cher.
Ça aussi, c'est pratique, ce genre de choses, hein, quand on veut faire aller jusque-là pour, pour un crossover. Je veux dire, oui, on prépare ça vraiment des mois à l'avance. Comme ça, on peut se permettre de ne pas payer nos billets sur le coup et payer plein pot. C'était pratique, ça a bien aidé ça a bien aidé. Ça on dire. Donc là, je voulais revenir là-dessus. Pour ceux qui l'ont toujours pas vu, ben, je mettrai le lien normalement. Ensuite, ben, c'est fini. J'ai rien de plus à dire vraiment sur ce qui s'est passé ce mois-ci. Et le sujet principal, je vais prendre un vieux dossier que j'avais hésité à traiter avant parce que je commence à manquer d'idées là-dessus. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais de moins en moins souvent des, des mises au point parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour de ce que je voulais dire concernant le cinéma, ce que je pensais de ci ou ça, certaines choses qui pourraient m'interloquer. J'ai pas vu de vidéo qui me faisait dire ah il faut absolument que je réagisse à fond là-dessus, tout ça, tout ça. Donc j'en viens un petit peu à un vieux sujet que j'avais un petit peu hésité à prendre. Il s'agit du thème du chef-d'œuvre. Voilà, j'ai rien mis d'autre. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai lu ça, j'ai rien mis d'autre. Chef-d'œuvre. Le thème du chef-d'œuvre. Il y a pour moi deux façons de voir un chef-d'œuvre. La première, la plus personnelle, c'est celle de dire est-ce que ce film m'a touché au point d'en être exceptionnel et donc de valoir le titre, à mon sens, de chef-d'œuvre. Donc là, vision totalement subjective. Le film est génial pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et là, bien entendu, bon, chacun ses goûts, chacun pensera ce qu'il veut, etc., etc. Basique. Et la vision plus générale, la vision grand public, la vision du commun accord, dira-t-on, qui viendra dire, ok, ce film, c'est un chef-d'œuvre qui mérite de rentrer dans l'histoire du cinéma. Il y a certains films qui, malgré tout ce qu'on en pense, ne seront pas des chefs-d'œuvre à cet égard-là. Ah, j'adore par exemple La Planète au Trésor, qui est personnellement un chef-d'œuvre, mais est-ce un chef-d'œuvre aux yeux du regard général? Non. Aux yeux du regard, ça c'est bien formulé ça, Johan. Donc, ce n'est pas un chef-d'œuvre au regard général, ça. C'est un film adoré par pas mal de gens qui commence un tout petit peu à sortir du lot, à recevoir plus l'attention qu'il mérite après avoir été boudé, un petit peu ignoré à sa sortie. Ça fait plaisir, mais c'est clairement pas tombé au rang de chef-d'œuvre, vraiment pas. Et à côté de ça, il y a des films, quel que soit ce qu'on pense d'eux, ce sont vraiment considérés comme des chefs-d'œuvre du cinéma. Citizen Kane, quoi que vous en pensiez, c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Orange Mécanique, la liste de Schindler, Psychose, etc. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les chefs-d'œuvre existants considérés comme par le grand commun, si j'ose dire. Ces films-là sont, quoi que vous en pensiez, considérés par la communauté cinématographique comme des chefs-d'œuvre. Les films incontournables, pas forcément qu'il faut avoir vu, mais qu'il faut quand même connaître au moins de nom et qu'il faut respecter à un certain degré. Même si je respecte cette façon d'aborder le principe du chef-d'œuvre, qui n'est pas personnel, qui doit un tout petit peu être quantifié avec une certaine objectivité, ce qui m'embête là-dedans, c'est surtout le statut que ça donne à ces films, en fait. Vraiment. Et le fait que si tu n'entres pas dans le moule, entre guillemets, de ceux qui adorent ce film ou qui voient la grandeur dans ce film, tu es un inculte qui n'y connaît rien en cinéma. Je pense sincèrement que il faut arriver tout de même à dire de façon claire par rapport à la reconnaissance générale ce qui a su marquer le plus les gens, ce qui a su vraiment leur plaire et leur faire considérer le cinéma en grand. Et oui, c'est important de noter ces films-là, de les considérer sous ce prisme. Le problème, c'est que quand on les considère sous ce prisme, comme je l'ai dit, ça devient quasiment difficile d'émettre des critiques négatives contre ces films sous peine d'être un peu ostracisé par la communauté cinéphile. Si j'ose dire. Hein. À nouveau, je ne me considère pas du tout comme cinéphile. Vraiment pas. J'estime que j'aime regarder des films régulièrement pour certaines raisons, certains critères qui ne sont qu'à moi et qui ne prennent pas en compte toute la recherche cinématographique. Hein, à nouveau. Donc, ça
me gêne un petit peu de venir mettre poser mes grands sabots et dire ouais c'est nul cette façon de considérer l'art, un art que je ne considère pas pleinement comme certains. J'avoue, c'est un petit peu présomptueux de ma part. Le problème que j'ai au bout du compte avec cette chose-là, c'est que ça me met tout de suite hors de portée pour avoir un avis sur un de ces chefs-d'œuvre dès lors que cet avis ne va pas dans le bon sens. Tout simplement, certains films que je n'ai pas appréciés autant ne peuvent plus être critiqués à cause de ça. Et dans un sens, je suis un petit peu tombé sur ce genre de considération lorsque j'ai dit le mal que je pensais du Roi et l'Oiseau. Parce que d'un point de vue technique, c'est considéré comme un chef-d'œuvre par les gens qui l'ont découvert et connu et qui lui vouent cette espèce de culte très présent sur le net, même si c'est clairement pas le film le plus connu du monde, mais lorsque on le met en avant, c'est souvent pour être placé parmi le panthéon de ce qui s'est fait en cinéma. Et je suis pas d'accord avec ça, vous voyez. Cette considération amène à ce qu'on soit pris de haut, tout simplement, à ce que on soit considéré comme un gros inculte qui n'y comprend rien par les gens qui sont du bon côté de la barrière, qui sont du côté juste. Voilà, ce film est un chef-d'œuvre considéré par les gens, donc forcément, si t'es pas dans notre camp, c'est que tu n'y connais rien, c'est que t'es un méchant. Presque. Un méchant ou un idiot, c'est soit l'un soit l'autre. Peut-être les deux, hein. Mais voilà, le méchant c'est plus l'approche de gauche et l'idiot c'est l'approche de droite. C'est j'ose dire. Ah, c'était la petite pique politique. En tout cas, le fait est que cette considération m'embête dans l'ouverture qu'on pourrait avoir face à l'art. Et l'ouverture, c'est pas juste dire ah je vois ce qui est bien fait et c'est tout. Pour moi, c'est une vision très démago, presque, de l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'on peut pas être méchant. L'ouverture d'esprit, c'est se forger un esprit critique et savoir vraiment établir les critères qui font qu'on saura apprécier un film ou un autre, sans dénigrer les autres. Une fois de plus, je ne vais pas dire une seule seconde que les gens qui adorent Le Roi et l'Oiseau ont tort. Je peux voir ce qui plaît artistiquement dans ce film, vraiment. Mais être fermé aux autres approches critiques amène donc tout simplement à se poser comme les détenteurs de la grande vérité et comme des connards pédants. Je suis désolé, mais c'est exactement ça. Des gros connards pédants, hein, lorsqu'on est à ce stade-là. Et j'essaie le plus possible d'éviter d'envoyer ça lorsque j'aime un film ou que je déteste un film que les gens adorent ou un truc comme ça. J'essaie vraiment le plus possible d'appuyer qu'il s'agit de mes goûts, de mes préférences, de mes critères. Et lorsque on se situe donc dans cette considération censée être objective du chef-d'œuvre considéré par les autres, par l'avis général, eh ben, on est en plein dans cette espèce de message presque sous-jacent que ça renvoie que tu ne peux pas avoir de problème avec ce film, sinon tu n'y connais rien. Et c'est encore pire, j'ai envie de dire, avec les cas particuliers de films qui ont été boudés à leur sortie et qui sont devenus cultes après, qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre après coup. Hein, c'est le cas avec les deux films que j'ai en tête, en particulier Shining et The Thing. Tu ne peux rien dire de mal sur ces films. Parce que ces films ont été mal perçus à leur sortie et maintenant ils ont réussi à se hisser dans la popularité et sont considérés comme des chefs-d'œuvre à fort titre par beaucoup de gens. Donc, si tu oses avoir quelque chose à redire là-dessus, non seulement tu es un ennemi du vrai cinéma, mais en plus de ça, tu es un vieux conservateur, quelqu'un qui est dépassé plus de son temps, parce que tu fais partie de la génération de l'époque qui a pas su accepter et apprécier ce film pour sa grandeur. Voilà, tu ne peux pas avoir de problème avec Shining de Kubrick. Tu ne peux pas
avoir des problèmes avec The Thing de Carpenter, parce que sinon, tu es l'ennemi du bon cinéma qui a lutté pour arriver au sommet. Voilà, c'est cette façon vraiment gênante pour moi de réduire, de rabaisser une opinion défavorable qui me gêne dans cette considération-là. Même si, dans l'idée, je le redis une fois de plus, cette nomenclature de chef-d'œuvre plus que personnel, qui doit aller au-delà du personnel, n'est pas mauvaise. Parce que ça montre qu'on a affaire à des œuvres qui ont su vraiment se positionner dans le temps comme quelque chose d'inévitable. Et ça mérite d'avoir une catégorie pour ça. Le problème, c'est que cette catégorie, de par son existence, amène des soucis de considération qui, à titre personnel, me gênent. Et je pense avoir fait le tour de ce sujet-là. C'était pas le plus grand sujet que j'avais en tête, hein, je ne le cache pas. Je recycle un petit peu une fois de plus. Hein. Je suis désolé si je me suis un peu répété ou si c'était pas le plus recherché de ce que j'ai dit, mais voilà, il y avait cette réflexion qui se posait et sincèrement, j'avais un petit peu envie de donner mes 2 centimes là-dessus. Voilà. Voilà qui est dit. En ce qui concerne les futurs œuvres que je vais traiter. Le mois qui vient, vous aurez un top 10 un peu spécial. Beaucoup de gens savent de quoi il s'agit, mais je garde la surprise pour ceux qui voudraient découvrir. Le mois suivant, vous aurez un retour aux jeux vidéo, hein, avec un thème qui devrait me parler pas mal. Hein. Je pense que ça devrait pas mal me plaire de faire ça. Enfin bon, on verra quand on y sera. Merci de suivre ces vidéos. Je donne rendez-vous dans 2 mois pour la prochaine mise au point. Et merci de continuer à suivre. Bye!